Hello Karim, ça va? Ça va et toi? Bah écoute frérot, je suis super content de t'avoir. Merci de ton invitation. Bah écoute frérot, avec grand plaisir, comme dit, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît et on a su directement être très proches parce que je pense qu'on a grave des valeurs communes et j'ai vu que ton entourage, ben machallah aussi, il te kiffe parce que t'es quelqu'un de très proche, qui a une bonne proximité avec les gens, tu vois, t'es grave positif quand on te côtoie et je me suis dit bon, j'ai envie d'avoir Karim Zeribi sur mon podcast, j'avais envie que tu nous parles un peu de ton parcours, de ce que tu fais pour nous actuellement et de ta vision aussi, tu vois, genre de comment tu vois un peu l'évolution, ce qui se passe dans notre pays en France et en Algérie, tu vois, et que tu me racontes un peu aussi ton parcours, comme je t'ai dit, tu vois. Avec plaisir. En tout cas, moi je suis là aussi parce que, comme tu l'as dit dans notre rencontre, moi j'ai senti en toi beaucoup d'authenticité. Et moi j'aime les gens authentiques, les gens vrais. Donc tu en fais partie. Donc je suis là avec plaisir pour évoquer tous les sujets que tu souhaites évoquer ensemble. Bah écoute, franchement ça me touche, venant de ta part ça me touche. Bah du coup Karim, je veux bien qu'on commence. Du coup le podcast C'est Carré, c'est un podcast qui se veut proche, c'est un podcast dans lequel on va voilà, essayer de donner on va dire des conseils aux gens, d'être des personnes positives, de donner de l'espoir aux autres, tu vois. C'est vraiment un podcast qui est là pour rassembler, pour fédérer, tu vois, essayer de ramener vraiment des personnes qui apportent quelque chose au monde, tu vois, parce que je pense qu'on a chacun notre touche, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment ça le but du podcast. Aujourd'hui le sujet, il n'y en a pas vraiment, c'est plus un peu ton parcours, Ouais. le développement personnel que tu as en toi, que tu t'es appris. Est-ce que tu es autodidacte? Est-ce que tu as fait des formations pour ça? Est-ce que c'est naturel? Ton art oratoire aussi, on sait que tu es connu pour ça, tu vois, pour tes prises de parole vraiment naturelles et très percutantes, tu vois, genre toujours avec la touche Karim, tu vois, genre vraiment, il n'y a que toi qui parles de cette manière-là et c'est pour ça qu'on t'aime autant, je pense. Et donc voilà, parler un peu de tout, si on peut commencer, c'est par ton parcours, s'il te plaît. Écoute, mon parcours, moi, il est très atypique parce que, comme beaucoup, je souhaitais d'être footballeur professionnel. Donc, je suis né dans le sud de la France, donc dans une famille d'origine algérienne. J'ai été élevé dans l'amour, la tolérance, le respect, donc des valeurs qui sont très fortes et qui restent ancrées en toi toute ta vie. Mais j'ai dû quitter le domicile familial à 15 ans pour entrer en centre de formation. Parce que je voulais exaucer mon rêve de devenir footballeur professionnel. Donc je suis parti à Rouen en Normandie, donc à 1000 km de chez moi, moi qui suis un natif du sud de la France, je suis un provençal, comme on dit, mon accent donc, le démontre. Et donc j'ai joué 2 ans à Rouen en centre de formation, après j'ai été acheté par Laval, qui était en première division, donc je suis parti 3 ans au stade Lavallois. Une blessure m'a écarté des terrains, donc j'avais déjà des responsabilités familiales, parce que je me suis marié très jeune et j'ai eu des enfants très jeunes. Et donc, Tu t'es marié à quel âge? 21 ans. Ah, quand même jeune, hein, incroyable. Et donc j'ai eu des responsabilités familiales très tôt, et comme je suis quelqu'un qui assume ses responsabilités en général, qui ne fuit pas devant la responsabilité, donc il a fallu que je me réinsère dans la vie en société, parce que mon rêve de footballeur n'était plus possible avec cette grave blessure. Et donc après, j'ai fait un parcours dans la vie en société, on va dire, dans la vie civile. Donc, j'ai été syndicaliste, je me suis beaucoup investi dans la vie associative dans les quartiers populaires, dans les quartiers difficiles. J'ai porté des valeurs d'égalité, de fraternité dans ces quartiers où la République, elle est parfois absente et où les discriminations sont quand même très, très présentes. Je me suis fait remarquer par un homme qui était aux responsabilités politiques à l'époque, c'est Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de l'Intérieur. Ah ouais. Et donc je suis devenu conseiller du ministre de l'Intérieur, et là ma vie a basculé. C'était à quel âge? Donc j'avais 30 ans. Ok, Donc, jeune je suis, quand même, hein. ouais, je suis rentré dans un autre monde en fait, un monde que je découvrais. La politique. La politique, les institutions républicaines, les ministères. Et j'ai tout appris sur le tas parce que moi je suis autodidacte. Donc, et donc je suis devenu conseiller du ministre. Après je me suis engagé en politique à Marseille. J'ai été conseiller municipal, j'ai été élu député européen. Ah ouais, député européen aussi. Député européen, donc à Bruxelles. Après, j'ai été président de la plus grosse entreprise marseillaise pendant 6 ans, qui est l'entreprise de transport, qui est la RATP marseillaise, tramway, bus, métro. Après, je suis devenu conseiller du président de la SNCF, donc de 3 présidents de la SNCF qui sont succédés. Ils m'ont gardé en tant que conseiller du président à chaque fois. Après, j'ai été directeur de groupe SNCF en Algérie et en Tunisie, donc sur la plaque Méditerranée, Tunisie-Algérie. Et puis parallèlement à ça, j'ai eu des propositions de contrats télé. Donc j'étais dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, puis après j'ai fait iTélé à l'époque avant CNews, après c'est devenu CNews. Après, Hanouna m'a contacté, il a voulu qu'on fasse une émission ensemble qui s'appelait Balance ton poste, qui a très bien marché. Voilà, un parcours atypique, quoi, fait de politique, d'engagement, beaucoup d'engagement dans mon parcours. Ce qui détermine ma vie, c'est l'engagement, en fait. Ça se voit, ça se dégage, tu vois, par rapport à ton parcours. La détermination, mais j'ai envie de préciser l'humilité aussi. Moi, même si j'ai un parcours qui est très riche, très diversifié, je pense que si on n'a pas la qualité de l'humilité,
On n'a rien dans la vie. Il faut être humble. Tout à fait. Mais de toute façon, ça se ressent dans tes prises de parole, dans ta façon d'être, dans ton comportement, tu vois. Même dans ton approche avec les gens, tu vois, tu es super proche. Ça se voit, t'as pas oublié d'où tu viens, tu vois. Genre, tu es vraiment authentique. Et c'est pour ça aussi actuellement que tu as envie d'aider, tu as envie de fédérer, ça se voit, tu as envie de rassembler. Et tu fais beaucoup de choses pour les autres, tu vois. Exactement. Je pense que tu m'as bien cerné. Vraiment, En ça fait, se ressent. quand tu fais beaucoup de choses pour les autres, c'est peut-être un premier conseil que je peux donner à ceux qui font partie des jeunes générations. Tu récoltes toujours quelque chose de positif. Si tu fais quelque chose pour toi, c'est rarement que tu vas le récolter. Tu prends par exemple, tu crées une entreprise. Si tu dis je veux gagner beaucoup d'argent, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Parce que si le moteur de création de ton entreprise c'est gagner beaucoup d'argent, tu n'en gagneras pas. Si tu crées une entreprise parce que tu as envie de créer, de fabriquer, de produire, de créer des synergies, d'être dans une belle aventure humaine, tu peux gagner beaucoup d'argent. Pour toi, en fait, l'attention, elle est trop importante. L'intention, c'est le moteur. Si ton intention est positive, si ton intention est saine, comme dit l'adage, tu récoltes ce que tu sèmes. Celui qui sème la jalousie, il ne récoltera que du négatif. Celui qui gère de la bienveillance, et celui qui dégage de la bienveillance, celui qui souhaite de la bienveillance, celui qui souhaite la réussite aux autres, ça va rejaillir, comme un effet de miroir. C'est lui qui réussira, c'est lui qui avancera. C'est vachement important. Il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent ça, parce qu'il y en a qui pensent que pour réussir, il faut marcher sur les autres. Tu ne réussis pas en marchant sur les autres, c'est pas vrai. C'est du court terme ça. Tu peux réussir momentanément, mais dans la durée, il faut plutôt être positif envers les gens, il faut être dans l'entraide, il faut être dans la joie de voir des gens réussir. Je veux dire, moi, quand je vois des gens réussir, je dis toujours bravo, félicitations, jamais de la vie. L'envie et la jalousie, c'est deux poisons. C'est deux poisons. Et c'est deux poisons, malheureusement, que les gens qui ont peu de moyens matériels entretiennent parfois. Quand tu n'as rien, tu dis, mais pourquoi lui et pas moi? Il faut évacuer ça. Il faut chasser ça. Depuis que tu es petit, tu as toujours évacué ça? C'est mon éducation. C'est mes parents qui m'ont éduqué comme ça. Je veux dire, c'est familial. Nous, on ne parlait jamais des autres. Incroyable. Moi, j'ai jamais entendu mon père, ma mère critiquer. Pierre, Paul, Jacques, les entourages, la famille, les amis. Jamais, jamais, jamais. C'était toujours, c'est bien pour lui. On est content. Que Dieu le préserve. Psartek. On est toujours dans cette démarche-là. Et je pense que, encore une fois, la vie, c'est une question d'énergie. Les Américains jouent beaucoup sur ça, les Anglo-Saxons. La vie, c'est l'énergie. Si tu es entouré d'énergie et d'ondes négatives, tu vivras dans un contexte négatif. Si tu t'entoures d'ondes positives, elles vont rejaillir sur ton comportement, tes initiatives, et tout ce que tu vas être capable de faire. En fait, il faut aller de l'avant. Mais il faut aller de l'avant avec un esprit de détermination positive et beaucoup d'humilité. Parce que moi, quand on me dit, ouais, le parcours que tu as, il est fantastique et tout, c'est Dieu qui est fantastique, c'est pas moi. C'est fort, moi je ne suis pas fantastique. Très, très moi, fort, demain, on n'est plus rien s'il décide. Et ça, l'humilité, c'est là qu'il faut la cultiver. L'éducation, frérot, ça se voit. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Et si on dégage ça dans la société les uns avec les autres, on grandira collectivement. Incroyable. C'est un message tellement important que tu fais passer, frérot. Mais il faut le faire, il faut le faire. Et moi, quand je rencontre des gens qui sont positifs, j'ai envie de faire des choses avec eux. Ouais. C'était aussi le sens de notre rencontre. C'est vrai, c'est vrai. Tu es un garçon sain, tu es positif, tu fais les choses. Depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais entendu critiquer les autres. Tu es toujours dans l'action, prendre des initiatives. Et si ça te rapporte, eh ben c'est bien. Si ça te rapporte pas, tant pis. Ton moteur, c'est que tu as envie de faire. C'est vrai. J'en suis la preuve, franchement. Il faut que tu continues. Depuis que je t'ai rencontré, machallah, à chaque fois, comme je t'ai dit, on s'est rencontré il y a très peu de temps. Et machallah, directement, en fait, il y a eu ce feeling. Et directement, en fait, je t'ai senti très à l'aise. Tu vois, malgré le fait qu'on pourrait dire Karim Zeribi, voilà, il a certains statuts. Karim Zeribi, ben, il y a beaucoup de personnes qui veulent te rencontrer pour te parler, pour te dire des choses, pour travailler avec toi. C'est vrai, c'est une réalité, tu vois. Mais malgré ça, ben, je te jure que tu es super ouvert. Tu sais, tu prends pas la grosse tête, tu vois. J'ai pas l'impression que tu es une personne. Parce qu'on n'est rien en réalité. C'est ça, mais ça se ressent quand on parle avec toi, tu vois. Alors qu'il y a des personnes qui sont moins, tu vois, mais qui derrière peuvent se permettre d'être beaucoup plus durs, beaucoup plus coincés. Ils sont passés 2 fois à la télé, ils disent bonjour à personne. Voilà, exactement. Mais ils ont un problème psychologique. Il faut qu'ils se calment un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti avec toi. Et franchement, ça fait plaisir, ça donne de l'espoir aux jeunes. Je te jure, frérot, parce que tu sais, souvent, quand on a l'impression qu'une personne est passée à la télé, qu'une personne elle réussit, on se dit, bon, ben en fait, on peut plus lui parler.
Tu vois, en fait, elle est plus de notre monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle est déconnectée. Alors que toi, non, tu vois, j'ai l'impression que tu as vraiment gardé les pieds sur terre. Et même, tu es simple. Tu vois, Karim, il s'en fout. Bon, voilà, tu prends les transports, tu parles à qui vient vers toi. Tu es super abordé. Dans la rue, il faut se voir. Karim, dans la rue, c'est une superstar. Karim, dans la rue, il parle avec tout. Moi, je crois que tu es souvent en retard à tes rendez-vous. Tellement tu prends le temps de parler avec les gens et de discuter, de comprendre leur avis et tout. Franchement, en tout cas, ça fait plaisir. Mais moi, si demain la télé, ça s'arrête, j'en ai rien à faire. T'en as rien à foutre. Je veux dire, on fera autre chose. Je veux dire, d'abord, je fais autre chose à côté. Et donc, j'en parle pas, mais c'est pas important ça. C'est pas important. Je vis le moment présent et je me projette. Mais après, ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce qui a été vécu n'est plus à vivre. Donc il faut passer après à autre chose, quoi. Donc c'est la vie, ça. Et cette exposition, elle te fait pas peur parfois, genre le fait d'être si exposé, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait comment ça peut se passer quand quelqu'un est très exposé, il est très visible, et on peut vite vouloir nuire à cette personne-là parce que voilà, elle souhaite vraiment changer les choses, tu vois. Ça te fait pas peur parfois, on va dire, ce côté où Karim Zeribi il se montre trop et Karim, ça peut être une cible potentielle? Ouais, cette question, on me la pose souvent, et les gens me disent souvent dans la rue, merci pour ce que vous faites, tu te mouilles pour nous un peu, tu vois. Attention à vous. Les gens me disent toujours faites attention. C'est ça. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, moi je suis moi-même, je suis authentique, je suis vrai. Moi, quand je dis ce que je dis sur le plateau télé, si je ne le disais pas, je ne pourrais pas me regarder dans la glace le matin. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Que les gens veulent me tendre des pièges, faire courir des fausses rumeurs sur moi. S'ils ont envie de le faire, ils le font. Dieu est grand. Dieu est grand. Moi, je m'en remets à lui. Je veux dire, je suis croyant, je m'en remets à lui. Donc, il est juste. Bien sûr qu'il nous frappe des preuves parfois. Parce que s'il te frappe des preuves, c'est qu'il t'aime, c'est qu'il a de l'estime pour toi, c'est que il veut que tu démontres jusqu'à quoi et jusqu'à combien tu vas croire en lui. Donc, et même dans les épreuves, il faut continuer de garder cet espoir, cette espérance, cette foi. Mais derrière les épreuves, on grandit, on devient plus fort. Donc, moi, j'ai confiance en l'avenir. Encore une fois, je reste j'ai un mindset très positif. J'ai un état d'esprit qui est optimiste de nature. Et encore une fois, je m'entoure de gens qui me dégage ça. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on se nourrisse les uns les autres de ça. Quand je sens quelqu'un de négatif, quelqu'un qui est jaloux... Pardon, j'ai pas le temps. Fais ton chemin, je fais le mien. Pas d'onde négative, ça va être contre-productif et je vais pas avancer. Exactement. En tout cas, moi, là, ça fait vraiment plaisir. On va changer de sujet par rapport à ça, mais vraiment, en tout cas, ça me fait plaisir de voir qu'une personne, comme je l'ai expliqué, parce que c'est peut-être que tu as dans ta vision des choses, parce que voilà, tu as vu d'aller à la télé, de rencontrer des gens, etc., vous placer. Nous, les jeunes, nous, les personnes, on va dire, qui sont issues peut-être des banlieues, ou même, genre, la personne normale, lambda, bah, tu sais, on a l'impression qu'il y a toujours cette déconnexion avec le monde, entre guillemets, voilà, de la télé, etc., où vraiment ils ne comprennent pas. Et ça fait plaisir, en tout cas, de trouver une personne comme toi qui vraiment parle pour nous et qui n'a pas peur de dire les choses à maintes reprises. Tu vois, parce qu'on sait à quel point maintenant c'est facile de boycotter quelqu'un, c'est facile de le cancel, c'est facile de le directement qui disparaît, on va dire, de la sphère médiatique, tu vois, du jour au lendemain. Ça a déjà arrivé pour beaucoup de personnes, tu vois, même sur les réseaux, le shadowban existe vraiment. Je sais qu'Instagram, Facebook disent que le shadowban n'existe pas, mais le shadowban malheureusement existe, tu vois, pour certaines causes. Et toi, franchement, ça fait plaisir en tout cas que tu restes fidèle à toi-même, tu vois. Donc en tout cas, c'est une fierté. C'est pour ça que moi, je te dis vraiment, j'étais trop content quand tu m'as dit, ouais, Mohamed, pourquoi pas faire le podcast? Je dis, ah ouais, c'est bon, là, j'ai Karim, là, c'est incroyable. En tout cas. Du coup, Karim, comme tu le vois actuellement en France, on a quand même une actualité qui est un peu tendue. Toi, un peu, c'est quoi ta vision des choses? C'est pas nouveau, hein, la situation de tension qui existe en France avec ce que portent les partis politiques à l'échelle nationale et les médias aussi, il faut bien le dire. Donc, en fait, ce que moi je regrette, c'est qu'on n'a plus de femmes et d'hommes politiques qui rassemblent et qui fédèrent. Chacun est dans son fonds de commerce pour diviser et fracturer la société française. C'est fort. Et finalement, à la période que l'on vit, c'est le constat qu'ils y sont parvenus. Est-ce qu'on a des blocs qui s'opposent? Les gens ne partagent plus de valeurs communes. J'aime beaucoup, excuse-moi, le mot fonds de commerce, il est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. En fait, c'est des fonds de commerce. C'est des fonds de commerce. Waouh, c'est incroyable. Ah ouais. En fait, ils vont chercher des parts de marché électoral. Exactement. C'est-à-dire, ils vivent la politique comme tu vis un business ou un commerce. Exactement. Or, la politique, normalement, ça devrait être beaucoup plus noble. Bah oui. Tu véhicules des idées. Pour les autres. Tu rassembles. C'est l'intérêt général, comme on dit, et pas l'intérêt particulier. Mais non, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent être élus. Et pour être élus, ils sont prêts à tout.
Ils sont prêts à tout, à trouver des boucs émissaires, c'est la faute des musulmans, c'est la faute des immigrés, et tu as ça en redondance toute la journée. Et à un moment donné, les Français lambda qui souffrent, qui ont des fins de mois difficiles, qui sont pas toujours, ils sont pas racistes pour tous les gens qui décident de voter extrême droite, mais qui sont pris dans cette forme de tourment, je dirais, tu rabâches ce message et tout. À un moment donné, ils se disent, mais ils ont peut-être pas tort. Et puis on ne les a pas essayés. Donc on va les essayer. C'est ça. Et là, on est dans cette perspective-là parce que le président de la République, Emmanuel Macron, a dissous l'Assemblée nationale. Il va falloir revoter aux élections législatives. Il va y avoir une nouvelle majorité et derrière un nouveau gouvernement. Et pour la première fois en France, tu te rends compte de l'histoire. C'est la première fois. De la France, la première fois Incroyable. que l'extrême droite, raciste et xénophobe, est aux portes du pouvoir. C'est incroyable. Il y a un vrai tournant là pour ce pays, pour notre pays. Parce que nous sommes français. Donc il y a un vrai tournant. Et si la jeunesse, parce que c'est elle la plupart du temps qui ne va pas voter, ne se lève pas pour aller s'exprimer, on risque d'avoir une Marine Le Pen ou un Bardella, Premier ministre de notre pays, avec un gouvernement d'extrême droite. C'est dramatique et c'est lamentable, mais les dés ne sont pas encore jetés. Et on va vivre 3 semaines là, qui vont être, elles vont être capitales. Hein, donc ces 3 prochaines semaines. Donc moi, sans être partisan, parce que je ne fais plus de politique au sens partisan, donc je ne donne pas de mot d'ordre, je dis juste allez voter, vous êtes des citoyens, voter c'est exister, voter c'est se faire respecter, faites-vous respecter dans cette période. Il faut vraiment que les jeunes y votent. Il faut vraiment qu'on fasse barrage à ce moment historique de notre histoire. Qu'ils fassent entendre leur voix. Alors après, il y a des gens qui me disent souvent, ouais, mais je suis d'accord avec vous, M. Zeribi, mais votez pour qui? Il n'y a pas d'idéal. Moi je leur dis, mais votez pour le moins pire. Malheureusement. T'as pas le choix. J'avoue que c'est pas très mobilisateur, mais votez pour le moins pire, votez pour le moins mauvais, votez pour ceux qui se rapprochent le plus de vos idées, même si, encore une fois, l'idéal en politique, parce qu'on n'est pas naïf, n'existe pas. Mais il faut que cette jeunesse se mobilise, il faut que les Français se mobilisent, il faut que les Français se retrouvent une cohésion, retrouvent une fraternité, qu'on n'arrive pas, qu'on arrête de définir les gens par leurs origines. Il y a des bons et des mauvais partout, il y a des gens exceptionnels dans toutes les communautés qui font la France aujourd'hui, puis tu as des gens qui sont des brebis galeuses dans toutes les communautés qui font la France d'aujourd'hui, qu'il faut arrêter de chercher, de pointer la responsabilité des uns et des autres. La responsabilité, elle est collective si on en est là. Donc il faut un sursaut aujourd'hui, il faut un sursaut de fraternité, il faut un sursaut de solidarité. Donc la France ne va pas très bien, mais il ne faut pas baisser la tête, et comme je le dis toujours, moi je garde cet optimisme, parce que en fait, notre destin, normalement, nous devons le maîtriser en démocratie. Et là, plus que jamais, il est temps de le faire savoir, de le faire entendre. Incroyable, ouais, c'est ça. Tu as bien résumé la chose. On est dans une mauvaise période. Hein, quand même, très mauvaise période. Bah, c'est historique, comme tu as dit. Beaucoup de tensions. En plus, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien n'avait rien arrangé, parce que derrière, s'il fallait choisir son camp et autres, alors qu'on pouvait dire, moi je suis contre la mort de populations civiles, qu'elles soient israéliennes, palestiniennes. La mort d'un Palestinien est aussi importante que la mort d'un Israélien, et la mort d'un Israélien n'est pas plus importante que la mort d'un Palestinien. C'est simple de prendre cette posture de l'humanité d'abord et avant tout. C'est simple de le dire. Pourquoi les gens ont voulu expliquer qu'il y avait les bons d'un côté et les mauvais de l'autre? Les peuples, ils sont aujourd'hui victimes de cette guerre, de cette prise d'otage d'extrémistes de part et d'autre. On a le Hamas qui a commis un acte terroriste le 7 octobre, mais qui est un groupe de résistance qui a commis un acte de terroriste, et je le dis, c'est un acte de terroriste, mais on a un terrorisme d'État de l'autre côté, avec une réponse de Netanyahou qui est un type d'extrême droite aussi. Et qui ne s'arrête pas. Et qui ne s'arrête pas, et ils se nourrissent mutuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Refuser de rentrer dans ce jeu de dupes avec deux extrémismes, et dire, il y a des femmes et des hommes de la paix des deux côtés. Et c'est de eux dont il faut parler. C'est avec eux qu'il faut parler. C'est eux qu'il faut mettre en avant. Moi, j'aimerais que ce soit eux qu'on mette au journal de 20h. Les gens israéliens et palestiniens, juifs, musulmans, qui puissent à un moment donné porter ce discours d'espérance et d'espoir. On ne le fait jamais dans la sphère politico-médiatique française. Parce qu'ils se sentent obligés à un moment donné. Tout le temps ils se sentent obligés de nous demander de choisir un camp. Il y a des gens qui ont formaté les esprits en disant que les juifs et les musulmans ne pouvaient jamais s'entendre et ne pourront jamais s'entendre. Mais pourquoi ils font ça? Alors que c'est quoi leur objectif au final? L'objectif, c'est prospérer sur la division. C'est obtenir le pouvoir sur la division. En fait, c'est ça leur objectif. Il y en a certains qui pensent que si le RN passe, la France ira mieux.
Alors qu'on sait très bien que si la France ne va pas mal, c'est pas la faute des immigrés, c'est pas la faute des musulmans, qui pour leur immense majorité trouvent leur place dans la société française, sont utiles à la société française, pour beaucoup aiment la France. Demain, tu sors les immigrés du pays, l'économie française s'arrête. Alors je ne dis pas que tous les immigrés sont honnêtes, aucun n'est délinquant. L'immigré délinquant, qu'on le renvoie dans son pays d'origine, moi ça ne me pose aucun problème. Mais qu'on ne reconnaisse pas l'immigré positif, qui travaille et qui est honnête, qu'on parle de lui aussi. Ah oui. Je veux dire, on ne parle pas assez de lui. On ne parle jamais de lui. On parle jamais de lui. Dans le débat sur l'immigration, on a fait que parler de l'immigration clandestine ou de l'immigration qui commet des actes de délinquance. Ça existe, comme il y a des Français qui commettent des actes de délinquance. Bah oui. Alors tu vas me dire, oui, mais l'immigré n'est pas chez lui, il faut le renvoyer. Oui, moi j'ai aucun problème. L'immigré qui commet un acte de délinquance, un crime, un viol, mais qu'on le renvoie dans son pays d'origine. Bah oui, mais qu'on dise dans un même temps que l'immigré aujourd'hui, donc il fait tourner le BTP, les médecins étrangers, si tu les as pas, il n'y a plus de santé publique en France, dans les hôpitaux. Tous les métiers difficiles que les Français ne veulent pas faire, dans la restauration, dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de l'hôtellerie, dans les métiers de l'industrie, dans les métiers de service, dans les métiers de la sécurité privée. Il y a beaucoup d'immigrés. Pourquoi on ne le reconnaît pas? Pourquoi on ne le reconnaît pas? Ces gens-là, ils respectent la France, ils aiment la France, ils méritent aussi le respect. C'est triste un peu, non? Ben oui, c'est triste parce qu'on est dans des amalgames. C'est comme si tu me dis, quand on me pose la question, est-ce que la France est raciste? Je dis, comment tu peux dire la France est raciste? Non, la France n'est pas raciste. Il y a des Français racistes. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pas la même chose. Ouais, c'est-à-dire que moi, je ne mettrai jamais tous les Français, dont nous sommes, dans le même sac. Donc, et je refuse qu'on mette les musulmans dans le même sac. Je refuse qu'on mette les immigrés. Je refuse qu'on mette les policiers. Je refuse qu'on mette les jeunes de banlieue. Je refuse qu'on mette les fonctionnaires. Je refuse qu'on essentialise. Exactement. Arrêtons d'essentialiser les populations. Je veux dire, encore une fois, il y a des bons et des mauvais partout. Je veux dire, c'est un adage de vieille grand-mère, ça. Donc il faut qu'on reprenne donc ces réalités-là. C'est l'école de la vie qui dit ça. Il ne faut pas jouer leur jeu. Mais non, il ne faut pas rentrer dans ce jeu de la division, de la haine, du rejet. Donc la société française, elle se fracture. Et quelque part, elle régresse. Alors que la France était enviée dans le monde parce qu'on est une terre d'immigration, que les immigrés sont devenus français, qu'ils ont apporté de la richesse culturelle au pays. Il y a des enfants d'immigrés qui font rayonner la France. Heureusement. Tu prends le football par exemple, on a eu la période des immigrés polonais. Raymond Kopa, que tu n'as pas connu, tu étais trop jeune, qui était numéro 10 de l'équipe de France. Polonais. Mon père, il m'en a beaucoup parlé. Mais oui. Ensuite, derrière, on a eu Michel Platini, d'origine italienne, qui était capitaine de l'équipe de France, un des plus grands joueurs à l'époque. Français, Zinedine Zidane, d'origine algérienne, qui a fait rayonner la France dans le monde. Il y a des gens qui connaissent la France par Zidane. Zidane, ses parents étaient immigrés. Zinedine. Respectons tout ça, je veux dire. C'est la force de la France. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est dans une approche de béni oui. Bien sûr qu'il faut gérer les flux migratoires. Bien sûr qu'il faut lutter contre la délinquance et l'insécurité. Mais ne pas réduire l'immigration, les gens de banlieue, les musulmans, au mot MAUX de la société française. Ça, c'est inacceptable et c'est malhonnête intellectuellement. Et c'est là la période dans laquelle nous sommes, là, d'actualité, qui est triste. On n'a plus de femmes et d'hommes politiques de grande qualité dans notre pays. Exactement. Moi, c'est ça que je regrette. On n'en a plus. Quel conseil tu donnes aux immigrés pour ne pas tomber dans ce populisme, dans cet extrême, en fait, et vraiment se rendre compte que, en fait, c'est juste un discours haineux et qui divise, qui est fait sur les médias traditionnels, et que derrière, en fait, il faut leur montrer qu'ils ont leur place, tu vois, complètement, et que derrière, en fait, ils savent faire de grandes choses. Genre, par quel moyen, toi, tu peux leur dire? Chacun d'entre nous, par notre comportement, quelque part, on dégage une forme d'exemplarité. Les immigrés qui sont dans notre pays, qui travaillent, qui sont honnêtes, qui élèvent leurs enfants, qui respectent les lois de la République, il faut qu'ils continuent à être comme ils sont. Ils n'ont pas à montrer patte blanche plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Donc ce sont des gens bien, il faut qu'ils continuent de rester des gens bien, malgré le discours un peu xénophobe, malgré l'atmosphère ambiante qui est négative, qui est une atmosphère de rejet. Donc, et demain, justice leur sera rendue. Les gens reconnaîtront que ces gens-là sont des gens bien. Donc il ne faut pas verser dans une forme ni de rancœur, ni d'esprit de vengeance, ni dans une forme je dirais, de retour de la haine. Parce qu'on dégage de la haine, tu renvoies de la haine. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et je le dirais pour qui que ce soit. Même si dans notre pays aujourd'hui, on aime bien trouver le bouc émissaire et le pointer du doigt. C'est pareil pour les musulmans. Hein. Bien sûr. Tu sais, quand il y a des gens qui te disent « Ouais, l'islamophobie n'existe pas, vous dites ça parce que vous ne voulez pas qu'on critique l'islam. » Mais moi, j'ai aucun problème de critiquer l'islam. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on critique l'islam. En revanche, moi, quand on dit les musulmans sont des terroristes,
Ah non. Ça, c'est pas une critique de l'islam. Ça, c'est une insulte aux musulmans. Exactement. Ça, c'est un dévoiement de la religion musulmane. Ça, c'est mettre les musulmans, je dirais, dans une position qui est celle du danger pour la société française. Je m'y refuse. C'est inacceptable. L'islam est une religion de paix et d'amour quand tu la connais. Donc, et ceux qui la dévoient, parce que certains, effectivement, au nom de la religion musulmane, commettent des actes irréparables, donc inhumains, ne sont pas des musulmans pour moi. Ils se prétendent musulmans, ils ne le sont pas. C'est ça qu'il faut répondre à ceux qui pensent que l'islam est une religion qui est dégage. Et les musulmans les rejettent, ces personnes-là. C'est très important. On le dit sur les plateaux télé, on le dit partout. C'est fondamental. On le dit entre nous, mais malheureusement, j'ai l'impression que les gens ne l'acceptent toujours pas. Ils font pas partie de notre religion, ces gens-là. Ils n'ont rien à voir avec nous. Je veux dire, tu peux pas tuer. Tu peux faire du mal à quelqu'un. D'ailleurs, dans n'importe quelle religion monothéiste, que ce soit les catholiques, les juifs ou les musulmans, tuer l'humain, c'est interdit. Voilà, point. Donc revenons à l'essence même. C'est logique. Et sortons des divisions. Et c'est logique. Donc, et malheureusement, aujourd'hui, on parle des musulmans sur les plateaux télé sans les musulmans. Tout à fait. Trop souvent. On parle des femmes qui portent le voile sans les femmes qui portent le voile. On pense que toutes les femmes qui portent le voile dans le pays sont obligées de le porter. Moi, personnellement, ma mère ne le portait pas, mes soeurs ne le portaient pas, mon épouse ne le porte pas, mes filles ne le portent pas. Mais je respecte celles qui le portent. Elles font ce qu'elles veulent. C'est leur liberté de conscience. Je veux dire, et souvent, elles n'ont pas de frère à la maison. Souvent, le père est même surpris de voir sa fille rentrer en porte-voix. Mais c'est un choix personnel. On peut l'accepter. Et il y a des gens qui te disent, ouais, mais en Iran, les femmes se battent pour l'enlever. Mais l'Iran, c'est fondamentalement différent. On les oblige à le porter. C'est différent. En France, tu as la liberté de le porter, de ne pas le porter. Pourquoi on fait la comparaison? Moi, je veux la liberté. Je ne veux qu'on oblige personne, ni à porter, ni à pas porter une tenue ou un signe ostentatoire religieux. Il y a une laïcité en France, les principes de laïcité. C'est une chance pour la France, la laïcité. Exactement. Pour tous les croyants et les non-croyants. Appliquons les principes de laïcité. Une femme qui a envie de porter un foulard dans la rue, c'est son libre arbitre, c'est son libre choix. Après tout, qui elle dérange? C'est ça. Si elle ne fait pas de prosélytisme, si elle ne dit pas aux autres femmes, faites comme moi. Donc, qui elle dérange? Donc, notre pays, qui est un grand pays de respect et de tolérance, donc, est en train, j'allais dire, de s'éloigner de ces principes un peu cardinaux. Donc, c'est ça qu'on est en train de vivre. Donc, il faut qu'on revienne à ce qu'est la France, la vraie France. Notre France, qu'on aime tant, c'est une France qui a des valeurs universalistes. C'est beau, liberté, égalité, fraternité, c'est beau. Seulement, c'est encore plus beau si tu les mets en application. Exactement. Partout et pour tous. Tout à fait. Il est là le défi qui se présente à nous. Tout à fait, tout à fait. Alors, franchement, c'est magnifique ce que tu dis, tu vois. Je suis complètement d'accord avec tes propos. La France, elle est magnifique. On l'aime énormément, cette France qui est fraternelle, qui est fidèle à elle-même avec ses valeurs, tu vois. Et on lui souhaite de prospérer et de ne pas diviser comme certaines personnes souhaitent voir la France. Bien sûr, parce que certains veulent nous faire croire que la France est une nation ethnique. C'est pas une nation ethnique. Exactement. Que c'est une nation religieuse. C'est pas une nation religieuse. Donc, la France, elle n'a jamais demandé à ses citoyens, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, d'oublier d'où ils viennent. C'est-à-dire que tu peux être français d'origine arménienne, polonaise, italienne, espagnole, portugaise, africaine, avec tout ce que l'Afrique comporte, Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Tu peux être français, fier d'être français et fier de tes origines. Exactement. C'est ça qu'il faut que la jeunesse comprenne. C'est beau. Il ne faut pas qu'on se sente obligé de choisir. C'est ça. Charles Aznavour, que j'aimais beaucoup comme chanteur, il disait, moi je suis 100% français et 100% arménien. Ouais. Quel homme. Il a tout dit. Ouais. Il a tout dit. Ça veut tout dire. Il faut que les jeunes aujourd'hui n'aient pas de complexe identitaire. Il ne faut pas qu'ils disent, non, je ne suis pas français, je suis marocain, je suis tunisien, je suis algérien. Donc, non, vous êtes français et vous êtes d'origine tunisienne, marocaine, algérienne, malienne, sénégalaise, congolaise. Acceptez-le, vivez cette identité qui est la vôtre. Donc, et ne faites pas attention à ceux qui vous demandent de choisir, à ceux qui remettent en cause votre francité. Vous êtes français d'origine de vos parents. Et soyez-en fiers. C'est ça. Soyez-en fiers. Il n'y a pas à choisir. Et si vous avez envie d'être croyant, soyez croyant. Vous n'avez pas envie de croire, vous ne croyez pas. La France, elle permet à chacun d'avoir sa liberté de conscience. Bravo. Donc, musulmans, catholiques, bouddhistes, juifs, athées. On doit vivre ensemble. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas stupides. Ne renvoyons pas les gens sans arrêt à leur déterminisme. Exactement. Quand tu fermes la porte de chez toi, tu crois en ce que tu veux. Exactement. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ta liberté. C'est ça. Je veux dire, c'est pas dans tous les pays au monde qu'on a ces valeurs-là. Donc quand on les a, ne les bradons pas.
ne les balayons pas d'un revers de main. Et n'allons pas dans le sens de ces oiseaux de mauvais augure que sont les extrémistes de tous bords. Donc voilà, on est dans cette situation. Tu me posais la question sur l'actualité. Une actualité qui est un peu dramatique, mais qui n'est pas, je dirais, inéluctable. Exactement. Il y a encore le temps du sursaut. Exactement. Tout Vous est avez possible. 3 semaines C'est ça. pour vous décider et aller voter. Allez voter. Pour Allez qui vous voter voulez, tous. allez voter. Vous êtes obligé d'aller voter. Si Voilà. vous votez pas maintenant, vous voterez jamais. Chasser les C'est extrêmes. ça, faut voter tout de suite. C'est tout ce qu'il faut faire Faut agir dès pour vivre maintenant. ensemble. Tout à fait. Sur un autre volet, j'aime beaucoup ton discours sur la double identité, sur l'acceptation de soi-même à travers sa double identité, sa double culture. Et c'est un enrichissement personnel. Je trouve que toi, tu le fais très bien parce que tu représentes bien la France et tu représentes bien l'Algérie aussi. Tu as créé dernièrement le CMDA, Ouais. un comité qui est incroyable, qui se veut fraternel. Je veux que tu me touches quelques mots par rapport à ça, s'il te plaît. Oui, on a créé, comme tu dis, il y a quelques mois, c'est assez récent en fait, c'est en février, le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Comme je te l'ai dit au début de l'émission, moi je suis d'origine algérienne, je suis fier d'être français, je suis très fier de mes origines algériennes, fier de mes parents, de mes grands-parents, j'aime la France, mais j'aime l'Algérie, et j'y vais souvent. J'ai pensé qu'il était nécessaire que cette diaspora, la diaspora, c'est ceux qui appartiennent à une communauté qui vivent à l'étranger. Donc la diaspora algérienne, c'est tous les Algériens de l'étranger. Et j'ai pensé utile de réunir ces Algériens de l'étranger sur des temps forts, des galas, des masterclass, des actions culturelles, donc des moments où les Algériens d'origine pouvaient se réunir pour partager de la solidarité, de l'entraide, des valeurs communes, des histoires communes, des racines communes, avec l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Et ça a cartonné tout de suite. Cartonné tout de suite. Ah, ça a Il y cartonné. a eu une attente. Il y Ça avait a une attente très forte. cartonné. Cartonné. Je pense que les gens ne se rendent pas assez compte à quel point ça a cartonné. C'est la folie. On a des demandes tous les jours. Je le vois. On a fait un gala au mois de mars qui a été très réussi à Paris. Donc on a reporté un congrès qui va se dérouler vraisemblablement à l'automne, qui devait se dérouler en avril, qui va se dérouler en automne à Alger. On va voir ça avec les autorités. Ensuite, on organise des masterclass, on fait salle comble, des porteurs de projets, des membres de la diaspora qui veulent investir en Algérie, créer une entreprise, acheter un appartement, ça, tu leur qui donnes va des avoir un solutions, lien en avec fait. leur pays d'origine. C'est ça. Nous, on fait des masterclass avec des experts qui viennent d'Algérie, on les accompagne. Et pas n'importe donc, quel expert. Pas n'importe quel C'est expert. très important aussi de High savoir que level. Karim, quand il fait un truc, surtout par rapport à l'Algérie, par rapport au CMDA, ses frérots, c'est des pointures en fait. Dans chaque High domaine. level. Et j'ai pu voir haut les niveau. personnes qu'il a ramenées, Ah ouais. franchement, c'est des personnes. Très haut niveau. Ah ouais, là, c'est du haut Très niveau. haut niveau. On en a fait une fin mai, donc à cartonné, 200 porteurs de projets, salle comble. On en fait une fin juin, salle comble. On fait des dîners, rencontres réseau diaspora régulières. Là, on a le numéro 2 de Pfizer Monde, qui C'est est incroyable. quelqu'un d'origine algérienne, Incroyable. qui vient dans un de nos dîners. On a 150 invités donc dans un de nos dîners. Donc voilà, on C'est est, on beau. est en mouvement C'est permanent. beau. On C'est crée de l'entraide pour qu'on soit plus fort ici C'est aussi. que- C'est important que la diaspora soit plus forte ici, solidaire. Exactement. Toi, nous, on s'est rencontrés tous les deux, on C'est partage grâce à des ça. origines communes. J'ai envie de faire des choses avec C'est toi. grâce au CMDA. Donc voilà, c'est grâce au CMDA. Donc, et on a envie de faire des choses ensemble. Et c'est pas du communautarisme, c'est, Non, c'est- je dirais, de la solidarité c'est ça. communautaire. Il y en a d'autres qui le font. Hein. C'est ça, on a le Donc droit. la communauté juive le fait, tant mieux pour elle. Moi, je oui. dis bravo, ils sont organisés. Il y Les a aucun- Arméniens il y a le aucun font, mal, il y a ils sont aucun mal. organisés. Bah Donc non. pourquoi nous Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Bah Et oui. je dirais même plus loin. Il faut le faire. Je dirais même plus loin. J'invite à ce que l'on crée un gala annuel de la diaspora africaine. J'aimerais qu'à un moment donné, une fois par an, la diaspora africaine, quel que soit le pays d'où l'on vient en Afrique, on se retrouve une fois dans l'année à Paris, on fait un gros gala C'est et incroyable. on se retrouve ensemble. Donc, Un bon parce message, que ça, le ça continent africain, il est riche. Il est riche, il a des valeurs communes et donc il faut que ce continent soit soudé, soit dans l'entraide et tout. Et donc peut-être que c'est la prochaine étape, on organisera ce gala une fois dans l'année. Mais le CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne, c'est quelque chose C'est incroyable. qui cartonne. On a des milliers de personnes qui nous ont rejoints. Et je pense que pas fini. il y a une très belle équipe. Il y a une Je belle félicite l'équipe du CMDA qui est composée de femmes et d'hommes de qualité, qui donnent beaucoup, qui organisent des événements, à côté J'ai pu les rencontrer, tu as pu les rencontrer, hein, tu l'as vu, exceptionnel. hein, à côté de leur temps de boulot, de leur job, de leurs actions, de leurs engagements. Donc, et moi je crois que cette initiative, elle va avoir encore de très belles années. de très belles années à vivre. Et donc je suis très content que des gens comme toi puissent nous rejoignent, soit avec nous, soit aux événements. Donc, Franchement, c'est important. une fierté pour moi. Parce qu'il y a des compétences, il y a C'est des une talents fierté. fabuleux d'origine algérienne. Tu sais, moi j'ai envie d'aider l'Algérie, j'ai envie d'aider aussi les miens. Tu vois, c'est important aussi d'aider les siens.
Tu vois, derrière, on a quand même des choses en commun. Ça nous fait du bien. On est heureux de se retrouver. Tu vois, avec le CMDA, on est heureux de partager des choses ensemble. Bien sûr. De pouvoir s'entraider. En plus, de pouvoir s'élever. On n'exclut personne. Parce que, comme tu dis, je veux dire, nous, on a un esprit humaniste, on a un esprit très ouvert. C'est pas parce qu'on va être solidaire avec la diaspora algérienne qu'on va ne plus travailler avec les autres, ne plus parler aux autres. Ça, c'est évident. Ça, on a une approche universaliste, nous. On a toujours été, de toute façon. On a toujours été. C'est ça. On a toujours été. Exactement. Donc, il y a de belles choses encore à faire avec cette diaspora. L'Algérie est un grand pays. L'Algérie est un grand pays, magnifique. Comment tu vois l'Algérie, toi? L'Algérie, c'est un beau pays pour toi, l'Algérie? C'est un pays d'avenir. C'est un pays d'avenir, l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui a que 62 ans. C'est rien. Je veux dire, c'est rien. C'est un pays qui est jeune. Donc, c'est un pays qui possède des potentialités extraordinaires. On parle souvent du gaz et du pétrole. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le pétrole vert, l'agriculture algérienne. Tu sais que l'Algérie fournissait le continent européen, il y a 60 ans, en fruits et légumes. Le continent européen, pas la France. Mais tu sais que très peu de gens savent ce que tu dis. C'est le pétrole vert, ça. Ouais. Donc, si on repart l'Algérie avec une politique de production agricole, mais elle va être dans l'autosuffisance, mais elle va être dans l'exportation. Ensuite, il y a une jeunesse extraordinaire, formée à l'université, qui travaille dans la tech, donc l'intelligence artificielle. Moi, j'en ai rencontré pas mal. Il y a des talents fabuleux, il y a des têtes bien faites, il y a des gens qui ont envie en Algérie de faire. On a des entrepreneurs algériens d'Algérie magnifiques qui aujourd'hui sont dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. On a des gens qui sont dans le domaine de la santé, qui sont fabuleux. Quand je te dis que nous, on va organiser un dîner avec celui qui a été le numéro 2 monde de Pfizer d'origine algérienne. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Des montagnes du Djordjoura à Manhattan. Donc ça, c'est des parcours fabuleux. C'est incroyable. Il y a des pépites. On savait même pas qu'ils existaient. Ce pays a l'avenir. Ouais. Ce pays, il a un avenir considérable. Et c'est pour ça que moi, je souhaite que la diaspora se rapproche de son pays d'origine avec les Algériens d'Algérie. Et qu'on crée une forme de synergie, de communion donc, au service du développement de l'Algérie, qui est un grand pays qui va compter dans le monde. C'est un phare du continent africain, l'Algérie. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Et dans la relation Europe-Afrique, pour moi, à l'avenir, si on arrive à avoir de vraies relations sincères, basées sur le respect mutuel entre la France et l'Algérie, les deux pays qui vont être le pont entre l'Europe et l'Afrique, c'est la France et l'Algérie. Si les deux pays, certains veulent lever des murs, nous, il faut qu'on construise des ponts. C'est la grosse différence. Donc, et la diaspora, elle a ce devoir-là. Elle a cette mission-là. Et c'est pour ça que... Elle a ce devoir, tu penses? Elle a ce devoir-là. Elle doit le faire. Bien sûr. Elle doit aller en Algérie. Évidemment. Investir dans le tourisme, investir dans les entreprises, investir, acheter un appartement. On a des enfants. Il faut qu'ils connaissent aussi la terre de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-parents. Je veux dire, encore une fois, être français, ça n'est pas faire preuve de reniement de ses origines, ni d'amnésie. Tu n'oublies pas d'où tu viens. Les racines, elles te rappellent toujours à un moment donné. Et encore une fois, 100% français, 100% algérien. Fier d'être provençal, je suis né en Provence, moi, en France. Mais je suis fier des origines berbères donc, que j'ai, des origines sahraouis, parce qu'on est de Ouedsouf, les portes du désert du côté de mon père, et de Kabylie du côté de ma mère. Donc, moi, j'ai toutes ces fiertés-là en moi. On ne va pas m'empêcher de les avoir quand même. Bah oui, sinon, à un moment donné, tu dérègles les gens psychologiquement. Je veux dire, pourquoi un Zemmour... Tu dérègles les gens psychologiquement. Mais un Zemmour, pourquoi il dérape, le mec? Il n'est pas bien dans sa tête. Donc, il a oublié d'où il venait, il ne sait pas s'il est juif, s'il est d'Algérie, s'il est français. Donc, il est dans l'ostracisme, il est dans le rejet. Mais il est d'abord dans le rejet de lui-même, avant d'être dans le rejet des autres. Quand tu es dans le rejet de toi-même, tu es dans le rejet des autres. Tout à fait. C'est pour ça que psychologiquement et sur le plan identitaire, il faut être à l'aise dans son fond intérieur, dans son âme intérieure. Donc si tu es à l'aise sur le plan identitaire, personne ne doutera de ce que tu es. Tu seras fort. Tu seras fort. Tu avanceras avec confiance, avec sérénité, et encore une fois, avec une forme d'apaisement qui te permettra d'être puissant, d'être audible, d'être respecté. Si tu veux que les gens te respectent, tu respectes toi-même. Si tu te respectes toi-même, tu respectes tout ce que tu es. Tu ne peux pas évacuer une partie de toi-même. Il y a un truc qui ne va pas là. Je pense que ce garçon est traversé par des troubles psychologiques sur le plan identitaire. Et donc il veut faire rejaillir ça en politique, sur son logiciel politique, son idéologie politique. On n'a pas besoin de ça. C'est beau. On n'a pas besoin de ça. C'est beau et c'est factuel aussi. C'est tellement simple, c'est tellement vrai, c'est tellement... C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est la vie, c'est comme ça. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, tu regardes tous les gens qui, au début de leur vie, ont voulu à un moment donné cacher leur origine, oublier leurs racines, machin et tout. À la fin de leur vie, ils y reviennent toujours. Il y a comme un appel. N'oublie pas d'où tu viens. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Magnifique. C'est fondamental. Magnifique.
Karim, toi, comment tu vois les personnes qui s'expatrient en Algérie, qui veulent faire des choses en Algérie, qui veulent investir en Algérie? Est-ce que tu les conseilles? Écoute, d'abord, je pense que si certaines personnes désirent faire ce choix, il faut que ce choix soit à la fois bien réfléchi et bien préparé. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Et donc, il faut être bien entouré et bien conseillé. Si tu es bien conseillé et que tu vas en Algérie régulièrement, que tu rencontres la société algérienne, que tu rencontres, je dirais, les Algériens qui font l'Algérie, que tu te crées un petit réseau là-bas et que tu envisages d'avoir un pied-à-terre, l'expatriation, elle est possible et elle sera réussie. Après, moi je préconise toujours de garder quand même un pied ici et d'avoir un pied là-bas. Parce que, encore une fois, tout à l'heure on parlait de la question identitaire, je pense qu'il est bien aussi de ne pas tourner le dos à une partie de ce que nous sommes ou de ce que sont ceux qui veulent s'expatrier. Tu peux avoir une partie de ta vie en Algérie, et moi j'invite les gens à aller dans le pays d'origine, à acheter un appartement, à y aller en vacances, à établir des relations aussi sociales, culturelles, de business parfois pour certains. Et ensuite, si ces personnes-là veulent franchir le pas, qu'elles le fassent. Ouais, je suis d'accord avec ça peut être une belle expérience de vie, une belle aventure de vie, mais tu n'es pas obligé de te couper je veux dire, de ta vie d'avant. Donc il faut essayer de concilier les choses. Et c'est important de savoir concilier les choses. Dans la vie, il faut faire des additions. Moi, je ne fais pas de soustraction. C'est beau. Dans la vie, il faut que tu... C'est comme ça que tu avances. C'est comme ça que tu avances. Il faut faire des additions. Donc, de plus en plus, parce que certains trouvent que la France est décadente, certains le pensent, certains trouvent que la France verse dans des valeurs qui sont plus fidèles à ce qu'elle est. On parlait tout à l'heure de racisme, de xénophobie, de partis d'extrême droite qui sont au port du pouvoir. Certains trouvent que cette ère-là est irrespirable et ils se disent, mais moi j'ai envie quand même de voir si du côté de mon pays d'origine, il n'y a pas des choses à faire. Et je le constate pour bien des diasporas. Les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, beaucoup se posent la question. Et beaucoup aujourd'hui regardent de l'autre côté parce que ces pays sont en situation de développement, sont en pleine croissance. Et donc, oui, c'est pour ça, pourquoi ne pas aller saisir les opportunités? Pourquoi ne pas aller s'installer de l'autre côté pour ceux qui le souhaitent? Moi, personnellement, j'essaye toujours d'être dans une présence très forte ici parce que j'ai mes affaires ici, ma famille ici, mes ambitions ici, mes activités ici. Mais je garde toujours effectivement une relation très forte avec le pays d'origine. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus. Donc, parce qu'on est dans une démarche de mobilité. À l'ère où nous sommes aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup. Tout à fait. C'est facile de voyager. C'est facile de prendre un billet d'avion. C'est facile. Tu as 2 heures de Paris. C'est rien. Tu as 1 heure de Marseille. Marseille, c'est rien. 1 heure. C'est à 55 minutes de Marseille. Fou, hein. Donc c'est facile. Je veux dire, tu mets moins de temps à faire Marseille-Alger que Paris-Marseille en TGV. Incroyable. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se priver. On a de la Faut, chance. encore une fois, créer des ponts. Créer des ponts, c'est fondamental. Donc moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le feront. Et ils le feront avec un esprit positif, pas avec un esprit revanchard, et pas avec un esprit qui consiste à tourner le dos à la France. Il ne faut pas le voir comme ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Surtout que, comme tu l'as dit, l'Algérie est un pays en développement. Ça, c'est une chose très importante. Plein de développement. Plein de développement. Le président Tebboune a lancé des réformes. Et on sait qu'il y a une élection présidentielle qui va arriver. Si le président Tebboune est réélu, ces réformes vont s'accélérer. Les réformes de développement économique, un bon compte de l'investissement qui permet d'investir pour les Algériens, mais aussi pour la diaspora et pour les étrangers. Donc des secteurs économiques qui vont se développer. Donc un urbanisme qui se développe en Algérie. Des centres touristiques qui s'ouvrent quasiment tous les mois, partout, dans toutes les wilayas. L'Algérie, c'est un pays en mouvement aujourd'hui. C'est un pays qui a une démarche d'ouverture. Donc il faut effectivement saisir ces occasions qui sont données par les mesures qui sont prises sur le plan législatif. Donc le président Tebboune fait souvent des appels à la diaspora. Revenez, venez investir en Algérie, c'est la terre de vos parents, vous êtes aussi les enfants de l'Algérie. Ce sont des messages positifs qu'on a rarement entendus. Donc ces messages, quand on a créé le Conseil mondial de la diaspora, on les a entendus aussi. Et ces messages n'opposent pas les Algériens de la diaspora avec les Algériens d'Algérie. Au contraire, ça crée effectivement une forme de communion. Donc là, on est dans une période qui est, à mon avis, une période positive pour l'Algérie. Et puis, on a un rôle, c'est rapprocher les relations entre notre pays de naissance. Pour moi, c'est la France. Pour d'autres, ça va être les États-Unis, ça va être le Moyen-Orient, ça va être le Canada et l'Algérie. Moi, je veux rapprocher nos deux pays.
Moi, je ne me contente pas des relations de tension. Pour moi, la France et l'Algérie ont des choses à faire ensemble. Et si on peut être utile à ça, être des facilitateurs pour qu'il y ait des relations apaisantes, de respect, d'égal à égal, c'est important. Il n'y a plus de dominant-dominé, c'est fini ce temps-là. Et nous, il faut qu'on le dise en portant de la voix, parce qu'on est français d'origine algérienne. Et il n'y a pas de dominant-dominé. Il y a deux pays qui doivent travailler main dans la main, en confiance, dans le respect mutuel, d'égal à égal. Exactement. Ça, c'est notre rôle aussi de faire passer ce message à qui veut l'entendre. Magnifique. Franchement, Karim, je suis tellement content d'avoir fait ce podcast avec toi parce que tu es porteur de justesse et de bonnes paroles. Tu vois, des deux Merci côtés. beaucoup. C'est qu'en fait, tu ne penses pas qu'aux Algériens, tu ne penses pas qu'aux Français, tu penses vraiment à tout le monde et au vivre ensemble. Et vraiment, pour moi, tu es grave cette définition-là, tu vois. Tu mets personne de côté, tu dis respectons tout le monde, respectons-nous, et derrière, avançons tous ensemble, tu vois. Et ça, franchement, c'est magnifique. Du coup, voilà, malheureusement, on touche à la fin du podcast. Je suis vraiment très content de t'avoir reçu. Franchement, c'est un honneur. Et j'espère que les gens qui ne te connaissent pas, ou même les gens qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux, vont encore plus continuer à te suivre et voir tes aventures. Et on espère évoluer avec toi et avec ton discours, tu vois. En tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir. Merci. Il y a un rituel à la fin de ce podcast, c'est de dire une petite phrase très simple qui va un peu clôturer un peu cet échange, cette discussion qu'on a eu toi et moi. Est-ce que tu as une petite phrase à me dire? Juste une phrase peut-être de respect. Avant, tu as rappelé Charles Aznavour, 100% français, 100% aussi de son pays d'origine. Non, mais d'abord, je voudrais dire quand même que grâce à toi, je suis aussi énormément les évolutions de la jeunesse sur les réseaux sociaux et je trouve ça intéressant. Tu es un passeur. Merci beaucoup. Donc je pense que tu en as conscience. J'invite ceux qui vont nous regarder à me suivre sur Instagram, sur TikTok aussi, parce que je me suis mis aussi effectivement aux réseaux sociaux pour partager, diffuser le message. La question du partage elle est fondamentale. Les réseaux sociaux permettent aussi d'être dans le partage. J'espère que tu vas contribuer avec moi à organiser ce gala de la diaspora africaine. Annuellement, c'est important qu'on apporte toute notre pierre à l'édifice. Ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est n'écoutez pas ceux qui veulent vous obliger à faire un choix sur le plan identitaire. Assumez pleinement votre identité, dans toute sa dimension. Si vous êtes français, il faut être fier d'être français. Il faut être fier de vos origines. Pour savoir où on va dans la vie, il faut savoir d'où on vient. Magnifique. Ne l'oubliez jamais. Franchement, cette phrase elle est incroyable. Merci beaucoup, Karim. Merci à toi.